L'hommage national aux victimes des attaques islamistes du 13 novembre auront lieu vendredi. Cet hommage aura lieu vendredi prochain. Beaucoup de questions se posent autour des familles de ces victimes. Et c'est avec Laurence Rossignol qu'on va en parler ce matin, secrétaire d'État à la famille. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Bon, alors, il y a eu énormément d'enfants qui ont perdu un père, une mère, parfois les deux. Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. À l'occasion parfois une mère et une grand-mère. Une mère et une grand-mère, oui, j'ai effectivement lu ça, effectivement. Alors, vous, votre rôle, c'est d'accompagner ces familles dans la douleur, d'essayer de trouver des solutions. On parle de plus en plus d'attribuer le statut de pupille de la nation à ces enfants. Ça veut dire quoi, pupille de la nation? Le statut de pupille de la nation a été créé en 1917, donc dans le contexte de la guerre de 14-18, et il s'est progressivement élargi aux victimes du terrorisme sur le sol français, et puis aussi aux enfants de fonctionnaires morts en service. D'accord. Donc aujourd'hui, on est dans une des hypothèses évoquées, c'est les enfants dont les parents sont morts victimes du terrorisme. Alors le statut de pupille de la nation, il ne faut déjà pas le confondre avec le statut de pupille de l'État. C'est quoi la différence? Les pupilles de l'État sont des enfants qui n'ont plus de famille. Plus de famille et qui dont l'éducation. Voilà, leur famille, c'est l'État, c'est un conseil de famille. Alors que les enfants qui sont pupilles de la nation ont encore au moins un parent, souvent. Parfois, ils ont perdu leurs deux parents, mais ils peuvent avoir encore un parent. Et donc, il n'y a aucune intrusion éducative dans la vie de cet enfant. L'État ne s'occupe pas de leur éducation. L'État s'occupe de l'éducation des pupilles de l'État, mais la nation ne s'occupe pas de l'éducation des pupilles de la nation. Et donc, l'État va accompagner financièrement, essentiellement, la vie de cet enfant. Voilà. C'est une aide matérielle qui va lui permettre de faire face à des soins médicaux, à l'éducation, à des frais d'éducation, à l'entrée dans la vie, à des frais de vacances. Ces aides qui peuvent se décliner tout au long de la minorité de l'enfant vont être attribuées en fonction des événements de la vie de l'enfant et puis aussi en fonction des ressources propres de la famille. Il y a une commission qui va se mettre en place, donc. Alors, il y a un fonds qui est géré auprès du ministère des Anciens Combattants aujourd'hui. Dans l'année qui vient de s'écouler, il y avait à peu près 300 enfants qui avaient le statut de pupille de la nation. Aujourd'hui, il y a 300 enfants qui ont le statut de pupille de la nation. Et là, il y a combien d'enfants qui pourraient être concernés par les attaques? Écoutez, c'est difficile à dire, probablement entre 30 et 50, voilà, comme ça. Mais moi, je dis ça après avoir vu j'ai pas de certitude, parce qu'il faut attendre que les familles déposent des dossiers. Par exemple, après les attentats de Charlie, les enfants des victimes pouvaient aussi devenir pupilles de la nation, et toutes ne l'ont pas demandé. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que pupilles de la nation, il n'y a aucune intrusion éducative de l'État. On garde la pleine et entière capacité d'élever ses enfants. On est libre, mais c'est une ressource. Et moi, j'invite vraiment les familles. Et j'ajoute un petit détail, c'est que le statut de pupille de la nation peut aussi être accordé à des enfants de ressortissants étrangers victimes du terrorisme en France. Et il y avait là, dans les attentats, des victimes étrangères. Si elles ont des enfants, ces enfants seront accueillis aussi comme pupilles de la nation. D'accord. Alors, il y a un deuxième sujet pour lequel vous êtes complètement concerné dans ce dossier tragique, c'est celui de la radicalisation et de la déradicalisation, si c'est possible, de tous ces djihadistes qui partent en Syrie, qui commettent des attentats en France. En quoi vous intervenez dans ce domaine-là? Vous assistez les familles, par exemple, les pères, les mères de jeunes qui dérivent? En fait, déjà un peu avant les attentats de janvier dernier, on avait observé des départs d'enfants, de jeunes vers la Syrie. Par dizaines d'ailleurs. Par dizaines. Et on était entré en contact avec des familles désemparées qui venaient chercher auprès de l'État un appui dans leur démarche. Et puis progressivement, ces familles ont créé des liens entre elles et aussi se sont mis en place dans un certain nombre de cellules sous la responsabilité des préfectures le plus souvent, avec le numéro vert. Vous savez qu'il y a un numéro vert Le Figaro a eu l'occasion d'en parler et a montré qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, ça ne fonctionnait pas parce que l'argent de l'État n'arrivait pas.
Oui, enfin, je ne rentrerai pas dans ce dossier que je connais bien et pour lequel il y aurait d'autres choses à dire. Donc, ce n'est pas que l'argent d'État n'est pas arrivé, c'est qu'à un moment donné, d'autres choix ont été faits en termes d'interlocuteurs et d'acteurs de la déradicalisation. En fait, on est là face à un phénomène qui est celui de l'embrigadement sectaire. Et sauf que l'État islamique est une secte particulière puisqu'elle a un territoire et des armées. On n'a encore jamais vu de secte aussi puissante. Mais les parents sont face à des enfants qui sont des enfants embrigadés. Et donc, ce que nous faisons, nous... Ça ne s'explique pas toujours, vous le dites, hein, vous l'acceptez de le reconnaître, par le contexte social de la famille. Ce n'est pas toujours des familles modestes, hyper modestes. Sur les jeunes qui sont partis en Syrie, on connaît à peu près 20% de convertis. Donc issus de familles françaises de souche, entre guillemets, qui n'ont jamais été en contact avec l'islam. Et les processus à la fois de conversion et de radicalisation sont des processus qui se font davantage directement vers la secte, sans passer forcément par une compréhension, une connaissance de l'islam. Vous voulez dire c'est Internet C'est Internet, c'est des relations. Alors après, on a autant de familles, autant d'enfants, autant de cas. On a des individus avec des crises d'adolescence fragiles qui vont basculer dans cette secte comme ils auraient pu basculer à une autre époque dans une autre secte ou dans la toxicomanie. On a des jeunes qui ont commencé à fumer très tôt du cannabis et qui, à un moment donné, en rompant avec le cannabis, se cherchent et trouvent dans l'embrigadement une structuration qu'ils n'avaient pas. On a des jeunes de tout type de famille, classe moyenne, d'origine catholique, d'origine athée, d'origine juive. Franchement, il n'y a pas de profil type. C'est d'ailleurs une des difficultés à laquelle on a affaire. Nous, ce que je fais, c'est que j'aide ces familles qui sont concernées par l'embrigadement à travailler ensemble, se connaître, d'abord par le principe des groupes de parole, mais surtout ces familles sont maintenant des ressources humaines déterminantes dans la prévention de la radicalisation. Elles participent, elles vous aident ? Voilà, elles nous aident et elles veulent agir. Auprès d'autres familles ? Auprès d'autres familles. Et elles veulent agir parce que... C'est combien de familles là qui sont concernées ? Des familles actives et qui passent qui s'engagent. Qui s'engagent. On a plusieurs dizaines potentiellement disponibles et elles souhaitent le faire. Et vous les rencontrez, vous ? On les rencontre, on travaille avec elles, on les aide à se structurer parce qu'il y a des gens dans des endroits beaucoup plus reculés de la France qui n'ont pas forcément d'interlocuteurs et on les aide à trouver partout des interlocuteurs parce qu'il y a les cellules de déradicalisation avec des psychologues, des pédopsychiatres qui sont actives aujourd'hui et qui font un travail auprès de ces jeunes. Puis après, il y a tout un accompagnement de la famille qui est nécessaire. Vous prenez une famille dans laquelle il y a un grand frère ou une grande sœur qui est parti, qui souvent représentait un exemple pour les autres. Mais subitement, ce grand frère et cette grande sœur n'est plus un exemple, c'est même un contre-exemple. Donc, chez les autres frères et sœurs, c'est extrêmement perturbant. Donc, il faut accompagner, dans ce cas-là, la fratrie et les parents qui vont eux-mêmes accompagner la fratrie. Et puis ces familles, moi j'ai observé ça, sont devenues des spécialistes de la radicalisation. C'est-à-dire que quand il leur est arrivé ce qui leur est arrivé... De la déradicalisation ? Non, de l'embrigadement, du phénomène d'embrigadement. Elles peuvent expliquer. Mais oui, elles ont passé des nuits sur Internet à essayer de comprendre ce qui était arrivé chez elles, avec leurs enfants. De votre point de vue ? Il continue. Je n'ai pas de chiffres là depuis les attentats, mais il continue de partir des jeunes ou des jeunes qui ont envie de partir. On essaie de les prendre avant qu'ils passent à l'acte et de travailler avec eux. C'est ce que font des gens comme Dounia Bouzard, par exemple, mais il y a aussi Serge Effès, il y a Toby Nathan, il y a Patrick Amoyel qui est lui dans les Alpes-Maritimes. Il y a beaucoup de pédopsychiatres qui sont engagés dans ce travail-là. Un des moyens de prévention, c'est de leur éviter de fréquenter certaines mosquées. Et on voit ici ou là des discours d'imams tout à fait en rupture complète avec ce qu'est la République française. Vous trouvez qu'on réagit assez fort et assez bien de ce point de vue? Est-ce qu'il ne faut pas davantage regarder ce que font et ce que disent ces imams, dont beaucoup d'ailleurs sont étrangers, qui pourraient être expulsés? Est-ce que là, il ne faut pas passer à la vitesse supérieure? Déjà, je vous signale que le gouvernement, et en particulier Bernard Cazeneuve, a procédé à un nombre d'expulsions d'imams étrangers
est dangereux pour la cohésion républicaine dans des proportions inégalées jusqu'à présent. Mais sauf que la différence, c'est qu'à chaque fois, il ne fait pas un communiqué de presse. C'est-à-dire qu'il fait le travail, mais il ne considère pas utile, à juste titre, d'en faire un sujet de la publicité, un sujet de société. Aujourd'hui, parmi les perquisitions qui ont eu lieu là, effectivement, il y a les mosquées radicales qui sont visées. Parce que nous ne pouvons plus continuer de tolérer sur le territoire français, d'abord qu'il y ait des prêches qui soient faits en arabe, et qui donnent lieu, d'ailleurs c'est assez amusant à me raconter ça, pour les convertis, il y a d'autres gens qui retraduisent le prêche, mais sauf qu'ils manipulent. Voilà, donc ce qu'ils racontent n'est pas forcément ce que l'imam a dit, pour ceux qui ne parlent pas arabe. Et puis il y a des propos qui sont juste incompatibles avec la République. Mais ceci dit, quand on prône une philosophie qui est à peu près figée au 8e siècle de l'ère chrétienne, et qui pense que depuis le 8e siècle, tout n'est que corruption et impureté, et que la pureté est dans un respect de règles qui ont 12 siècles avant nous, il est évident que c'est pas comme ça qu'on va préparer les jeunes à être dans la modernité. C'est quand même 20 à 30 ans de passivité de la part des pouvoirs publics, toutes couleurs politiques confondues. Alors, je ne dirais pas 20 à 30 ans de passivité parce que ça fait une douzaine d'années que se sont multipliés ces prêches radicaux. Les élus locaux ont un rôle à jouer aussi. Oui, les élus locaux ont un rôle à jouer. Ils doivent être vigilants, ils doivent faire attention à la manière dont ils organisent la paix dans les quartiers, avec qui sont les bons interlocuteurs, sur qui on s'appuie. Et il ne faut pas se tromper sur qui on s'appuie. Celui qui amène l'ordre peut amener l'ordre au moment précis où on en parle, et beaucoup de désordre pour la suite. Bien sûr. Alors dans ce contexte-là, qui est un contexte un peu compliqué, il y a les régionales, c'est dans 10 jours maintenant le premier tour. Est-ce que vous pensez, les sondages le laissent croire, que le Front National profite de ces événements et que les socialistes finalement limitent les dégâts? Je ne sais pas, je pense que c'est trop tôt et que en fait c'est presque... Ça me met mal à l'aise l'idée qu'on puisse tirer aujourd'hui des projections en fonction des événements dramatiques qui ont lieu la semaine dernière. Ce que je pense aujourd'hui, qui doit normalement être le moteur de ces régionales, c'est contre le terrorisme, contre ceux qui veulent mettre à bas la démocratie. La première chose à faire, c'est de voter. Utilisons ce qui fait de nous une démocratie fière et forte de ses valeurs. Vous redoutez l'abstention, là? Voilà, moi j'ai redouté l'abstention avant, je continue de la redouter aujourd'hui, et si j'ai un appel à lancer aux Français, aux électeurs, c'est d'aller voter, ne serait-ce que pour dire aux terroristes que nous protégeons avec nos armes, et la démocratie est la meilleure et la plus grande des armes. C'était le talk de Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille, qui nous a dit, qui vous donne le conseil, cher internaute, d'aller voter, c'est la meilleure des armes, celle de la démocratie pour lutter contre le fanatisme djihadiste, et puis qui nous a expliqué ce que sont le statut de pupille de la nation, qui est différent du statut de pupille de l'État, et qui nous a aussi expliqué comment le gouvernement œuvre pour lutter contre la radicalisation, avec les familles concernées d'ailleurs, des jeunes dans notre pays. Au revoir et merci.